Bonjour à tous, encore un chapitre sur affirmation et mise en œuvre du projet européen, donc dans le programme de troisième en histoire. Et nous allons parler aujourd'hui du moment Maastricht, 1992, donc une nouvelle étape dans le projet européen. On en parle dans quelques instants. Alors la question est un peu quelle est l'opinion des Français face au projet européen, parce qu'effectivement depuis le début de ce chapitre, on a vu plusieurs étapes. Donc l'aventure européenne, appelons ça comme ça, a commencé en 1950 avec la création de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, ça c'était pour l'amitié franco-allemande. Elle s'est poursuivie avec les traités de Rome qui créent la communauté européenne, communauté économique européenne appelée aussi marché commun. Et puis il y a aussi eu des échecs, notamment la tentative de créer une armée européenne avec la CED, la Communauté européenne de défense. Donc CK, CED, CEE, là on est en 1957. La question était quelle est la prochaine étape? Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui avec la question du traité de Maastricht, du moment Maastricht. Donc là, on va aller faire un petit bond en avant. Alors la question européenne a toujours été présente chez les hommes politiques français et allemands. Alors là vous avez une photographie qui est très célèbre qui vous montre le 22 septembre 1984 la rencontre entre le président de la République française François Mitterrand et le chancelier allemand Helmut Kohl. On est devant le... Nous sommes à Verdun, donc un lieu d'affrontement franco-allemand, et en 1984, il s'agit de réconciliation franco-allemande. Alors, il y a un homme en particulier, François Mitterrand, qui souhaite marquer sa carrière, son passage en tant que chef de l'État, d'une empreinte européenne, et en 1992, il prend la décision de faire un nouveau pas au projet européen, et donc d'abandonner la CEE, de lui faire passer un nouveau cap, et de transformer cette CEE en ce qui va devenir plus tard l'Union européenne. Le traité de Maastricht de 1992, c'est vraiment l'acte de naissance de l'Union européenne. Alors Maastricht, c'est une petite ville des Pays-Bas, et c'est là que les Européens, les chefs d'État européens négocient ce traité qui est gigantesque, il est vraiment très épais, c'est plusieurs milliers de pages, avec des articles très compliqués, très techniques, et on va juste en lire un, l'article B, qui donne les principaux objectifs de ce traité de Maastricht. Donc je vous lis l'article B, en tout cas certaines parties, puisque le texte est très difficile pour un élève de troisième. Donc il vous dit que la nouvelle Union, Union européenne qui remplacerait la CE, se donne plusieurs objectifs. Donc premier objectif, créer un espace sans frontières, c'est la disparition des frontières. Allez passer vos vacances un jour en Espagne, en Allemagne, vous avez un superbe panneau qui vous indique frontière espagnole, mais il n'y a plus de poste de douane. Première chose qui est prévue par ce traité de Maastricht, donc la disparition des frontières, des douaniers, des postes de douane. Deuxième chose qui est prévue, là cette fois-ci dans le domaine économique, la création à terme d'une monnaie unique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'euro, qui verra de fait le jour 10 ans plus tard, en 2002. Et puis enfin, là on n'en est pas encore là, mais ça fait partie des projets. Je vous rappelle que Robert Schuman en 1950 avait dit qu'il y avait d'abord l'objectif avec la CECA de créer une paix franco-allemande, mais à long terme l'idée de créer un État européen, une fédération européenne, qui s'appellerait peut-être États-Unis d'Europe, et dans cette optique-là, il est prévu aussi une politique étrangère et de sécurité commune, c'est-à-dire à nouveau le projet d'une armée européenne, mais qui n'est toujours pas là au moment où je vous parle. Donc si on résume en quelques points les principaux aspects, donc la création d'une citoyenneté européenne avec une nouvelle union, une union européenne, ensuite un espace sans frontières, ensuite une monnaie unique, l'euro, et enfin une armée européenne, une sécurité européenne, et un ministère, des Affaires étrangères européen. Alors, devant la pression, François Mitterrand n'a pas le choix. Il doit soumettre la question du référendum, parce que là on a quand même des abandons de puissance, d'indépendance qui sont importants, notamment en matière militaire. Et François Mitterrand n'a pas le choix, il doit soumettre le traité de Maastricht à un référendum. Un référendum, c'est un vote dans lequel les Français sont appelés à répondre par oui ou par non. Là, la question est, voulez-vous ou refusez-vous le traité de Maastricht? Donc, 1992, un référendum est prévu, et c'est la première fois qu'on demande l'opinion des citoyens français, parce que c'est vrai que
les Français votent pour des gouvernants, mais à aucun moment on a demandé aux gouvernants, êtes-vous favorable ou hostile à la CK, êtes-vous favorable ou hostile à la CED, êtes-vous favorable ou hostile au traité de Rome. Peut-être les Français par référendum auraient accepté la CED, peut-être que par référendum ils auraient refusé le traité de Rome. Pour la première fois, les Français sont consultés par référendum, donc en 1992. Alors le résultat est très surprenant, puisque le non échoue de très juste, puisqu'en fait le non au traité de Maastricht remporte 49% des voix, le oui à Maastricht l'emporte à 50,9% des voix. Allez, disons-le d'un mot, on est quasiment à égalité, à 0,9 points près. Le oui et le non au projet européen, le oui ou le non à l'Union européenne l'a emporté. Alors, ici vous avez un sondage du 20 septembre 92 qui est assez intéressant parce qu'elle vous fait un peu un profil sociologique, ce qu'on appelle un profil sociologique des gens qui ont voté pour ou contre. On sait ainsi, 51% des Français ont voté oui, 40% ont voté non, mais qui sont ces Français qui se sont opposés au projet européen et ceux qui au contraire l'ont soutenu. Alors on regarde ici, on s'aperçoit notamment que les femmes sont plutôt favorables au projet, très peu, il n'y a pas de grande différence, mais à 52% les femmes sont favorables à Maastricht, les hommes un peu moins, on est à 50%, on a une égalité parfaite entre le non et le oui au traité de Maastricht. Dans les catégories socio-professionnelles, on s'aperçoit que par exemple les agriculteurs sont l'une des catégories qui est le plus défavorable à la construction européenne, au projet européen. 38% des agriculteurs ont voté oui à l'Union européenne, au traité de Maastricht, 62% des agriculteurs ont voté non. Les commerçants également ont plutôt été hostiles au traité de Maastricht, alors qu'à l'inverse, on s'aperçoit que les cadres supérieurs, eux, ont voté oui à 80%. En gros, il y a un lien entre la profession et l'appartenance au projet européen. C'est ce que vous dit ce sondage. Globalement, les agriculteurs, les ouvriers sont hostiles, les commerçants sont plutôt mitigés, de même que les retraités, et à l'inverse, les cadres supérieurs sont plutôt favorables. En fait, il y a un lien, il y a une corrélation qu'on retrouve très fréquemment dans les élections européennes entre le niveau de diplôme et l'appartenance au projet européen. Moins le diplôme est important, plus on est hostile au projet européen. C'est ce que les sociologues ont appelé le théorème de d'Engelhardt, et plus vous avez un diplôme élevé, plus vous avez de chances d'adhérer à ce projet-là. Or c'est logique, chacun réagit en fonction de ses intérêts propres. Les ouvriers sont plutôt hostiles à la chute des frontières qu'ils voient comme une concurrence des entreprises étrangères. Les agriculteurs ont très peur que les maraîchers espagnols inondent la France de tomates espagnoles. Donc chacun réagit évidemment en fonction de ses intérêts propres. Donc la corrélation entre niveau de diplôme et le soutien au projet européen, vous le voyez ici, sans diplôme 46% pour, ceux qui ont le bac 58% pour, et ceux qui sont allés à l'université ont voté oui à 72% au traité de Maastricht. Si on regarde les choix partisans, c'est-à-dire en fonction de droite ou gauche, extrême droite, extrême gauche, on s'aperçoit que les socialistes, donc à gauche, sont très favorables à Maastricht, 74% de oui. Les partisans du Front National sont très hostiles à Maastricht, c'est normal, ils sont contre l'ouverture des frontières, donc on est à 5%. Bon, voilà globalement ce qu'il y a à retenir. On peut aussi voir une interprétation géographique, il y a des régions qui sont plus ou moins favorables à l'Europe, et ça aussi on le voit d'élection en élection. Par exemple, la Bretagne a toujours été une région qui est plutôt favorable au projet européen, alors que l'inverse, les régions ouvrières, et plutôt en crise, comme le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, eux, ont toujours été plutôt hostiles aux élections européennes, au projet européen. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Alors il s'agit maintenant de regarder les arguments des uns et des autres. Alors je vous ai trouvé un discours de François Mitterrand pour justifier le oui à Maastricht. Donc c'est un discours qu'il a fait devant les étudiants de la grande école parisienne Sciences Po en 1992, donc au moment du traité de Maastricht. On trouve ses arguments en faveur du projet européen. Pour ou contre, lui il dit pour le projet européen. Pourquoi? Le choix, c'est Mitterrand qui parle, qui nous est posé à nous qui avons vu l'Europe se détruire, perdre sa primauté, risquer même physiquement,
et bien entendu politiquement, spirituellement, culturellement, de perdre tout son acquis au bénéfice des empires qui à l'époque s'appelaient et s'appellent toujours pour le premier les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, tandis que pointe à l'horizon une autre puissance qui s'appelle le Japon. Ce choix, c'est la guerre ou la paix. Alors lui, il a une idée toute simple. D'abord, Mitterrand a connu la guerre, donc il vous dit d'abord, il faut se rappeler que l'Europe s'est désunie et s'est battue. Il faut toujours aller vers plus d'unité pour éviter que l'Europe ne disparaisse progressivement et physiquement. Et puis, surtout, il dit, mais l'Europe, c'est tout petit. La France, c'est 60 millions de Français. L'Allemagne, c'est 80 millions. Nous sommes de tout petits pays. Et face à cela, il y a de gigantesques empires, les presque 300 millions d'Américains, les quelques 150 millions de Soviétiques, et bientôt la Chine et le Japon qui apparaissent. À l'époque, c'est surtout le Japon qui inquiète, on ne parle pas encore de la Chine. Et l'affiche du Parti Socialiste, puisque François Mitterrand est socialiste, est très très claire. Il faut que l'Europe fasse le poids face à ces géants économiques que sont d'un côté les États-Unis et de l'autre côté le Japon. Vous ne voulez pas d'un monde dominé par l'Asie et par l'Amérique, vous voulez que l'Europe ait encore son poids et son mot à dire. Alors le 20 septembre 1992, il faudra dire oui à l'Europe, il faudra dire oui à Maastricht. Alors certains s'opposeront à ce discours. Alors parmi tous les opposants, j'en ai choisi un, il n'est pas le tout seul, hein, mais il y a notamment lui, qui est vraiment la figure emblématique de cette opposition à Maastricht. Alors lui c'est un gaulliste, donc partisan du général de Gaulle, il est de droite, il représente l'opposition de droite à François Mitterrand, il s'appelle Philippe Séguin, et Philippe Séguin, qui est président de l'Assemblée nationale, va donner des arguments contre Maastricht. Et lui, à l'Assemblée nationale, le 5 mai 92, il dit « Je suis contre le traité de Maastricht, il faut voter non au référendum. » Pourquoi? Mes chers collègues, que l'on ne s'y trompe pas, la logique du processus de l'engrenage économique et politique mis au point à Maastricht est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral et résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace, elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992 est littéralement l'anti-1789. Je sais bien que l'on veut à tout prix minimiser les enjeux et nous faire croire que nous cédons à rien d'essentiel en ce qui concerne notre indépendance, mais vous avez compris, pour lui, c'est faux. Alors, son argumentaire, lui, il est simple. Il n'est pas forcément contre l'idée que l'Europe a du mal à peser face aux États-Unis et à l'Union soviétique, mais pour lui, le prix est trop élevé. D'un côté, il faut abandonner l'indépendance française. Alors c'est vrai que l'Europe, par définition, c'est une partie d'abandon de notre indépendance. Nous abandonnons notamment la monnaie française, le franc, au profit d'une monnaie européenne. Il dit également que cette Europe est assez peu démocratique. Ça aussi, la critique doit être entendue. C'est vrai qu'il n'y a pas de président de l'Europe. Citez-moi un des dirigeants de l'Union européenne. Beaucoup d'entre vous seraient incapables de le faire. Donc il dit ça antidémocratique. Les quelques hauts fonctionnaires qui dirigent l'Europe n'ont aucune légitimité. Et puis enfin, il vous dit, voilà, la France est quelque chose qui a une histoire, elle a des principes issus de la Révolution. Et cette idée française ne peut pas survivre au sein de ce grand ensemble qu'est l'Union européenne. Et lui va défendre ce qu'il appelle la souveraineté française, c'est-à-dire l'indépendance française. La France doit garder ses frontières, elle doit garder sa monnaie, donc c'est ce qu'elle appelle le souverainisme. De l'autre côté, vous avez les fédéralistes. Les fédéralistes sont ceux qui veulent la création d'un État européen. Alors cette caricature de Plantu c'est un célèbre caricaturiste du journal Le Monde, en 2000, résume bien l'enjeu du débat. Vous avez ici la mondialisation qui nous menace avec la Chine, le Japon, les États-Unis, et face à cela, les Européens s'entretuent dans un combat à mort, entre d'un côté les partisans d'une Europe unie fédéraliste, ce qu'on appellera un jour peut-être les États-Unis d'Europe, même si le mot a été refusé en 1992, et puis en 2005 également, et puis d'un autre côté les souverainistes qui veulent garder l'indépendance de la France. Alors s'il fallait retenir 3 idées, comme à chaque fois, alors moi je retiendrai d'abord l'idée que le traité de Maastricht crée l'acte de naissance de l'Union européenne. Deuxième idée que je retiendrai, c'est que l'adhésion des populations au projet européen n'est pas acquise. Elle a été acquise provisoirement pour la CK et la CE. Elle a été, a priori, dans ce qu'on peut en mesurer, la CE a été refusée. Puis Maastricht a montré surtout une profonde division des Français quant à l'Europe.
Mais malgré tout, en 1992, à une étroite majorité de 51 contre 49, Maastricht a été adopté. Donc ce traité prévoit une citoyenneté européenne, ce qui vous donne le droit de vote en Allemagne, en Portugal ou autre, la disparition des frontières intérieures, donc plus de postes de douane, et puis une monnaie unique, l'euro, que vous avez vu fin de l'année 2001, début de l'année 2002. Allez.